la maîtresse de mon mari a fait une annonce choquante, j'ai révélé que je possédais toute son entreprise. Le verre en cristal dans ma main trembla légèrement alors que Devon, mon mari, se levait dans la lueur de la pièce éclairée par le lustre. Il ajusta sa cravate comme s'il s'apprêtait à entrer dans une réunion du conseil d'administration, et non à un dîner célébrant 12 ans de mariage. Merci à tous nos amis et collègues d'être ici, dit-il d'une voix claire et assurée. Alexis et moi avons parcouru un long chemin ensemble. Je souris, le genre de sourire que toute épouse arborerait à ce moment-là. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissura. Le regard de Devon glissa sur moi trop rapidement, comme une case à cocher qu'il devait valider. Et ce sourire, poli au point d'être artificiel, était le même qu'il utilisait pour ses meilleurs clients. Je balayai du regard la table du dîner chez Belladonna, le restaurant le plus luxueux de Chicago, où un seul repas pouvait équivaloir au salaire mensuel d'un assistant senior. Les amis et partenaires commerciaux de Devon, tous des figures clés dans l'expansion de son empire logistique à travers le Midwest, étaient présents. Et à 4 sièges de distance se trouvait Allie Monroe, la nouvelle directrice marketing de son entreprise, vêtue d'une robe rouge éclatante. Trop jeune, trop sûre d'elle, trop familière avec le regard de Devon. Je les avais surpris échangeant des regards au moins 3 fois ce soir-là. Peut-être que personne d'autre ne l'avait remarqué, mais moi si. J'avais vécu assez longtemps pour reconnaître quand un homme cachait quelque chose. Nous avons partagé de nombreux souvenirs ensemble, continua Devon, levant son verre. Mais ce soir, je veux partager quelque chose de spécial. Allie se pencha subtilement en avant. Sous la table, elle fouilla dans son sac à main. Ma gorge se serra. Devon prit une profonde inspiration. Je sais que cela peut vous surprendre, mais, en fait, laissez-moi le dire, intervint Allie, se redressant de toute sa hauteur, sa voix claire et posée comme si elle était sur la scène d'une conférence TED Talk. Le cliquetis découvert cessa brusquement. Devon et moi allons nous marier, annonça TL, brandissant une bague éblouissante comme si elle déclarait victoire devant une foule. La table devint silencieuse. Un invité en face de nous laissa tomber sa cuillère. Devon ne parla pas. Il se tenait juste là, le menton levé, les yeux s'efforçant de paraître calmes mais visiblement tendus. Je posai mon verre doucement, sans faire de bruit. Chaque paire d'yeux dans la pièce était rivé sur moi, attendant une réaction, des larmes, une gifle, des cris. Allie continuait de sourire, radieuse, comme si elle venait de gagner un concours de beauté. Il mérite le vrai bonheur, dit-elle. Et moi, j'ai la chance d'être celle qui le lui donne. Je ne pleurais pas. Je me tins droite et croisai le regard de Devon, et je souris. Pas froidement, pas avec le charme poli que j'utilisais depuis des années lors des dîners avec les clients, mais le genre de sourire qui rendit Devon visiblement nerveux pour le reste de la soirée. Il s'agita. Allie me jeta un bref coup d'œil, décontenancé. Il pensait m'avoir humilié, m'avoir vaincu devant tout le monde. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce soir-là était la nuit où je faisais mon premier pas. Après la grande annonce de Allie, l'air dans la pièce sembla aspirer. Pourtant, je restais simplement assise, les lèvres légèrement incurvées, les yeux fixés sur Devon. Il tira sur sa cravate, balayant la pièce du regard comme s'il ne pouvait pas traiter ma réponse ou, plutôt, son absence. Pas de larmes, pas de rage, pas de supplication. Je pris mon verre et le tapotai légèrement. Félicitations, dis-je, ma voix égale et froide. Allie hésita. Devon pencha la tête, essayant de deviner mon prochain mouvement. 45 minutes plus tard, le dîner se termina. Devon et Allie partirent dans une voiture réservée à l'avance. Je ne les regardais pas partir. Je sortis, mais pas pour rentrer chez moi. Je me rendis au bureau. La tour Kent se dressait fièrement dans le centre-ville de Cleveland, Ohio. Le 44e étage, siège officiel d'Ashford Logistique, était encore éclairé. Mais Devon ne savait pas que le 44e étage, non répertorié dans l'annuaire de l'ascenseur, était l'endroit où se déroulaient les véritables opérations. Mon empreinte digitale activa le lecteur de sécurité. Les portes s'ouvrirent, silencieuses et précises, comme toujours. Seules 2 personnes savaient que j'existais ici, Reban, notre avocat de famille depuis l'époque de mon père, et Nona, mon assistante personnelle depuis que j'avais obtenu mon MBA à Columbia. Mon père, Richard Belmont, n'était pas un imbécile. Quand il est mort subitement, alors que j'avais 24 ans, il ne m'a pas laissé une entreprise bien rodée. Il m'a laissé le contrôle d'un réseau de fonds de capital investissement, y compris la participation majoritaire dans Ashford Logistique.
Je me souviens de ce qu'il m'a dit lors de notre dernière réunion à New York, personne ne prend une jeune femme au sérieux, même si elle porte le nom de Belmont. Alors ne te bats pas pour attirer l'attention. Laisse-les te sous-estimer. Puis utilise cela pour les emmener là où ils ne s'y attendaient jamais. J'ai suivi son conseil. Lorsque Devon a postulé pour le poste de directeur des opérations dans une entreprise de logistique naissante, c'est moi qui ai approuvé son dossier. Par le biais d'une société écran, j'ai fourni le capital principal. Par un réseau de fonds, je l'ai nommé président-directeur général 3 ans plus tard. Devon ne s'est jamais posé de questions, trop occupé à étaler son prétendu flair pour les affaires pour se demander pourquoi les portes s'ouvraient si facilement pour lui. Et moi, l'épouse silencieuse à ses côtés, je savais exactement à quel jeu je jouais. Je m'assis dans le fauteuil en cuir de mon bureau non signalé. Au mur était accroché un tableau abstrait au fusain, dissimulant un coffre-fort mural. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait l'acte de transfert original d'Ashford Logistique, estampillé du sceau rouge de sa société mère, Belmont Capital Holdings, désignant comme unique propriétaire Alexis Belmont Pierce. Pas Devon, pas le conseil d'administration. Je photographiais chaque document, puis les envoyais à Reban avec un court message, activer la phase 2. Rendez-vous à la réunion du conseil d'administration de lundi. L'écran de l'ordinateur s'alluma lorsque j'ouvris le fichier de présentation que Devon avait préparé pour l'annonce de la restructuration à venir. Il prévoyait de licencier des dizaines d'employés de longue date qui étaient avec mon père depuis le début. Je réécrivis tout. Dès le lendemain matin, la version mise à jour serait entre les mains de chaque actionnaire, avec le nom de l'orateur changé à la première ligne, présidente directrice générale par intérim Alexis Belmont Pierce. Je fermai l'ordinateur portable. Dans le miroir en face de moi, je vis un reflet différent, non pas l'épouse silencieuse se tenant derrière un homme, mais la femme qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Ce soir, Devon pensait m'avoir humilié devant toute la ville, mais il ne savait pas que je n'avais jamais été derrière lui. J'ai choisi de rester dans l'ombre jusqu'à ce que la lumière m'appartienne. Le lendemain matin, à 7h30 précise, j'entrai dans le bureau du 44e étage avec un sentiment qui n'était pas de la peur mais une concentration absolue. Le protocole Artemis avait toujours été théorique, un plan d'urgence créé il y a 12 ans lors de longues nuits avec mon père. Comme il le disait, si tu tiens vraiment les rênes, tu dois être préparé au jour où la personne la plus proche de toi te trahira. Je n'aurais jamais pensé que cette personne serait Devon, mais c'est exactement pourquoi le plan avait toujours été prêt. Le verrouillage du système nécessitait 3 niveaux d'authentification, empreinte digitale, reconnaissance faciale et un code d'accès unique stocké hors ligne sur une clé USB, celle que je portais autour du cou depuis des années. Après le dernier scan, je tapais 3 lignes de code. Un message apparut à l'écran, accès à tous les tableaux de bord administratifs sous l'autorité du PDG uniquement. À ce moment-là, Nona entra, tenant une tablette affichant les mises à jour en temps réel. Devon vient d'essayer de se connecter depuis un appareil au bureau de Westlake. Accès refusé. Je fis un léger signe de tête. Aucun mot n'était nécessaire. La phase 1 était terminée. Phase 2, mettre les preuves en lumière. Depuis l'année dernière, je soupçonnais des irrégularités financières dans 2 projets de transport fédéraux gérés par Allais. J'avais prévenu Devon, mais il avait balayé mes inquiétudes. Maintenant je comprenais, ce n'était pas de la négligence. Il était de mèche. J'ouvris le dossier que Nona avait compilé au cours des 3 derniers mois, plus de 90 courriels détaillant le blanchiment d'argent par le biais de faux contrats, 6 enregistrements audio de Allais négociant des pots de vin et, surtout, 3 documents numériques portant la signature de Devon. J'imprimai les copies papier, les scellai dans un dossier rouge confidentiel et appelé Reban. Vous livrerez ceci à chaque membre du conseil d'administration dans les 2 heures, en personne. Pas de courriel. Compris, répondit-il, sans poser de questions. À 10h du matin, Devon avait appelé 8 fois. Je ne répondis à aucun appel. Il laissa un message vocal, « Alexis, hier soir était un malentendu. Tu dramatises tout ça. Arrête avant que ça n'aille trop loin. » Puis un message de Allais suivi, « Tu crois que tu gagnes, mais je ne suis pas le genre de femme que tu peux simplement écarter. N'oublie pas, tu n'étais que l'épouse. Je suis l'avenir. » Je ne répondis pas. Je transmis les 2 messages à Reban, en ajoutant, classez ceci comme pièce justificative. Pourrait être utile s'il dépose une plainte. Cet après-midi-là, j'entrai dans la réunion d'urgence du conseil d'administration où Devon pensait qu'il allait dévoiler son plan d'expansion sur le marché asiatique.
Il entra dans la salle de réunion avec son assurance habituelle mais se figea en me voyant à la tête de la table, des dossiers rouges déjà disposés devant chaque chaise. « Alexis. » Devon fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le directeur financier se tourna vers lui, le ton neutre. « Madame Pierce a convoqué cette réunion. Conformément aux termes de la propriété exécutive principale, elle en a le droit. » Devon balbutia, puis me regarda avec un sourire forcé. « Qu'est-ce que c'est ? Tu prépares un coup d'État. » Je ne répondis pas. J'ouvris mon dossier et le fis glisser vers Monsieur Scott, le président. « Veuillez tourner à la page 13. Vous y trouverez la documentation audio complète et les ventilations financières. » Personne ne parla pendant 5 minutes, juste le bruit des pages tournées et la tension croissante. Allée n'était pas présente, mais son nom apparaissait dans chaque document. Finalement, Monsieur Scott s'éclaircit la gorge et regarda Devon. « Monsieur Marcus, nous aurons besoin d'une explication écrite formelle dans les 24 heures. » Devon se leva, le visage pâle. Il me regarda mais n'osa pas prononcer mon nom. Je me levai et rassemblai mes dossiers. Cette réunion est ajournée. J'ai un emploi du temps chargé la semaine prochaine. En tant que présidente directrice générale par intérim d'Ashford Logistique, je recommande que nous commencions un audit complet de tous les contrats des 6 derniers mois. Je sortis, entendant les murmures derrière moi, que vient-il de se passer ? Qui est-elle vraiment ? Et ce n'était que le début. 3 semaines après avoir activé le protocole Artemis, l'assemblée annuelle des actionnaires d'Ashford Logistique eut lieu à l'hôtel Langston Grand, au 37e étage, le même lieu où le portrait de Devon trônait autrefois, légendé, fondateur et jeune PDG acclamé. Aujourd'hui, ce portrait avait disparu. J'arrivai 15 minutes avant l'ouverture. Un simple tailleur gris, une queue de cheval basse, pas de maquillage chargé, mais mon regard avait changé. Non plus l'épouse derrière un traître, maintenant, la femme reprenant ce qui avait toujours été à elle. Le hall principal brillait sous les lustres et les caméras de diffusion interne. Plus de 80 actionnaires remplissaient les rangées, la plupart d'entre eux des gens qui n'avaient jamais su qui j'étais ou qui avaient autrefois supposé que j'étais juste l'épouse. À 9 heures précises, Devon monta à la tribune. Les yeux cernés et enfoncés, il essayait encore de stabiliser sa voix. « Bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu des malentendus et des perturbations internes récemment, mais je suis ici pour réaffirmer mon leadership et la direction future d'Ashford. » Quelques applaudissements polis résonnèrent, provenant principalement de petits actionnaires qui n'avaient pas encore saisi la nouvelle. Je ne me levai pas immédiatement. J'attendis que Devon finisse de présenter son rapport financier falsifié, plein de graphiques colorés cachant une perte de 3,8 millions de dollars sur le projet régional du Midwest. Juste au moment où il s'apprêtait à passer aux stratégies de restructuration, je montai sur scène, calme, sans aucun besoin de présentation. Si je peux me permettre d'interrompre. Devon se figea. « Alexis, ce n'est pas le moment. »« Je suis Alexis Belmont-Pierce, dis-je clairement dans le microphone. Propriétaire légal de 64,3% d'Ashford Logistique. » Le silence tomba sur la pièce. Devon balbutia, « Quoi ? De quoi parles-tu » Je fis un signe de tête au technicien près du projecteur. L'immense écran LED s'alluma, affichant l'organigramme juridique de l'entreprise, niveau de propriété, Belmont Estate Holdings. Présidente, Alexis Belmont-Pierce. Niveau exécutif, Devon Pierce, PDG par intérim, précédemment suspendu. Une vague de murmures parcourut la salle. Je continuai, Devon Pierce a été nommé PDG il y a 14 ans en vertu d'un accord de gestion d'actifs familiaux, avec des pouvoirs strictement limités par des clauses de protection de l'héritage. Il n'a jamais été autorisé à transférer des actions, à approuver des projets de plus de 500 000 $, ou à nommer des cadres supérieurs sans mon consentement écrit. Je me tournai vers le conseil d'administration. J'ai suffisamment de preuves démontrant que ces clauses ont été violées à plusieurs reprises au cours des 3 dernières années. Un membre plus âgé du conseil d'administration prit la parole, « Nous n'avons jamais été informés que vous étiez derrière toute la structure. » Je n'ai jamais eu besoin d'un titre, répondis-je. J'avais besoin de sécurité jusqu'à ce que la sécurité n'existe plus. Je cliquai sur la diapositive suivante. L'écran bascula sur une série de courriels, des échanges codés entre Devon et Victoria High. Victoria n'était pas dans la pièce, mais son image était d'une clarté cristalline, portant une robe rouge foncé, participant à une fête à Miami, tenant une coupe de champagne et souriant en brandissant une clé USB contenant des fichiers de projets internes.
Je fis une pause pour laisser l'auditoire absorber l'image, puis je parlais. Elle était une assistante de projet de niveau intermédiaire, sans habilitation pour les documents classifiés, et pourtant elle a obtenu des données complètes sur la route logistique Nord-Sud, volé des informations clients et les a divulguées à nos concurrents, Southern Cross Shipping, où elle occupe désormais le poste nouvellement créé de directrice commerciale. Le visage de Devon devint blême. Certains actionnaires se levèrent. L'un d'eux dit à haute voix, « Vous appelez ça une restructuration, Devon ?» Je conclus, en tant que propriétaire légal et dirigeante par intérim autorisée par le conseil d'administration, je demande par la présente la suspension immédiate de tous les pouvoirs exécutifs détenus par Devon Pierce et le lancement d'une enquête juridique indépendante avec le soutien des cabinets d'avocats Thomson & Lee. Je regardais directement la caméra de diffusion interne. Et si Victoria y regarde cette session, je n'ai qu'une chose à dire, la réputation peut être repeinte, mais la vérité finira par se manifester. Des applaudissements éclatèrent, non pas de célébration mais de choc. Devon baissa la tête, les poings serrés. Il n'avait plus rien à dire. Je descendis de la scène. Inutile de regarder en arrière. Dans les 24 heures suivant l'assemblée des actionnaires, une déclaration interne fut publiée par le conseil d'administration, Devon Pierce était suspendu de ses fonctions de PDG, Victoria y faisait l'objet d'une enquête pour faute éthique et violation de données d'entreprise. Tout s'est passé rapidement, presque impitoyablement, mais personne ne pouvait prétendre que c'était injuste. Devon reçut l'ordre de quitter les lieux dans les 4 heures. Il sortit du siège d'Ashford Logistique sous les regards indifférents des employés même qui le flattaient autrefois. Son badge d'accès fut désactivé. Tous les comptes du système interne, des courriels au portail d'approbation, avaient été verrouillés par le protocole Artemis. Je me souviens encore de l'image de Devon dans le hall, appelant furieusement, pour ne recevoir aucune réponse, pas d'assistant, pas d'avocat, pas de Victoria à ses côtés. La BMW noire qu'il conduisait depuis 10 ans appartenait à l'entreprise. Le Pantouse de Riverside Heights s'était enregistré au nom de Belmont Estate sous contrôle fiduciaire. Ses comptes de dépenses personnelles étaient déjà sécurisés derrière des protocoles à double autorisation qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre, se croyant trop malin pour être pris. Le même jour, Thomson & Lee déposèrent officiellement une requête pour geler tous les actifs détenus au nom de Devon pendant 60 jours afin de soutenir l'enquête sur la manipulation financière délibérée. Ses comptes personnels furent gelés. Les cartes de crédit refusées, la montre Patek Philippe qu'il arborait lors des conférences, demandée en retour, achetée avec les fonds de l'entreprise sans approbation. Quant à Victoria, sa chute fut plus discrète mais bien plus toxique. Elle disparut des réseaux sociaux juste après la réunion. Mais 2 jours plus tard, le système interne de Southern Cross Shipping, où elle venait de prendre ses fonctions de directrice commerciale, publia un avis de licenciement invoquant une « violation imprévue de la confidentialité ». Ils n'attendirent pas de verdict. 3 fils de courriel et un seul clip de surveillance de bureau suffirent à révéler son vrai visage à toute l'industrie. Dans la logistique et le transport, la réputation ne s'achète pas avec du rouge à lèvres ou une robe moulante. Victoria fut mise sur liste noire par toutes les grandes associations professionnelles. Les invitations à des tables rondes disparurent. Les contrats avec des tiers qu'elle négociait autrefois furent annulés sans hésitation. Plus de titres, plus de revenus, et plus de rêves de jeunes PDG dont elle se vantait dans cette interview locale de Forbes 3 mois auparavant. Je ne les suivais pas de près. Une de mes connaissances dans le domaine juridique d'entreprise m'envoya une photo de Victoria traînant une valise hors d'un service après-vente dans le bas de Manhattan après que sa carte eût été refusée. Il pensait autrefois détenir tout le pouvoir, que je resterais silencieuse pour toujours, qu'une femme dans l'ombre n'aurait jamais le courage de se manifester. Devon tenta de me contacter 2 fois, une fois par courriel, une fois par lettre. Les 2 furent retournés. Il essaya même d'appeler ma mère, mais elle ne répondit qu'une seule phrase, « Elle ne te doit rien », et il n'y a plus rien à dire. Je n'ai pas célébré leur chute, mais je ne les ai pas plaints non plus. Ce que Devon et Victoria avaient échangé contre quelques années clinquantes, c'était leur dignité et leur confiance. Une fois que vous perdez cela, tout le reste n'est que de la fumée. Le lundi matin, à 8h30, j'entrai au siège d'Ashford Logistique pour la première fois en tant que ce que je n'avais jamais publiquement revendiqué être, PDG et propriétaire légal d'Ashford Holdings. Non plus l'ombre de Devon, non plus l'épouse à la voix douce aux tables de dîner, avalant silencieusement les insultes. J'entrai dans le hall vêtu d'un tailleur ivoire, les cheveux relevés en chignon, mon expression si calme qu'elle fit hésiter même ceux qui connaissaient la vérité. Le responsable de la communication, celui qui avait autrefois divulgué des fichiers internes à Victoria, baissa la tête dès qu'il me vit. Le directeur comptable,
qui avait permis à Devon d'utiliser les fonds de l'entreprise pour ses dépenses personnelles, balbutia pour me saluer comme s'il faisait face à un auditeur. Je ne souris pas. Je ne fis pas de signe de tête. Je marchais simplement droit devant moi. 30 minutes plus tard, dans la salle de conférence du 15e étage, l'annonce officielle fut diffusée en direct à chaque succursale du pays. Je me tins à la tribune et regardai droit dans la caméra. Bonjour. Je suis Alexis Pierce, et c'est peut-être la première fois que vous entendez mon nom en tant que dirigeante, mais la vérité est que je dirige H4 Holdings depuis 14 ans sous le nom interne d'Artemis Trust. Pas d'applaudissements, personne n'osa parler, mais sur les 15 personnes présentes dans la pièce, pas une seule ne détourna le regard. Je continuai, ma voix posée, je suis restée silencieuse pour protéger la stabilité. Mais ce qui vient de se passer prouve que le silence ne fait que renforcer les mauvaises personnes. À partir d'aujourd'hui, H4 entre dans une nouvelle ère. J'appuyai sur la télécommande. L'écran derrière moi s'illumina d'un nouveau logo, une fusion du symbole d'Artemis Trust et de Winston Global. J'annonçai officiellement, H4 Holdings fusionne avec Winston Global, autrefois le plus féroce rival de Devon Pierce. Une vague de murmures se répandit dans les rangs. Je savais pourquoi Devon avait bloqué toutes les tentatives passées de collaboration avec Winston Global, mais c'était de l'histoire ancienne. À l'époque, Devon avait encore un titre. Maintenant, il n'avait même plus l'autorisation d'entrer dans le bâtiment. Je levai les yeux. Cette fusion ne concerne pas seulement les finances. Il s'agit de philosophie de leadership. Nous choisissons la transparence. Nous choisissons l'efficacité plutôt que le favoritisme. Et nous choisissons le talent plutôt que les relations. Cette dernière phrase fit taire quelques visages en contrebas. Ils savaient exactement ce que cela signifiait. 2 heures plus tard, je signai 3 ordres de personnel de haut niveau. 2 employés furent suspendus en attendant une enquête pour malhonnêteté, un fut licencié pour avoir manipulé des rapports financiers afin de s'attirer les faveurs de Devon. Pas de préavis, pas de réunion avec les ressources humaines, pas de discours de « merci pour vos services ». J'envoyai un seul message à travers tout le système, l'ère Devon et Victoria est terminée. Le même après-midi, je tins une réunion à huis clos avec l'équipe de Winston Global à Lilton, rejointe par notre partenaire financier venu de Londres en avion. L'objectif, finaliser un investissement de 200 millions de dollars pour restructurer notre chaîne d'approvisionnement durable pour l'année à venir. L'ironie, c'était exactement la proposition que j'avais soumise à Devon 2 ans auparavant, celle qu'il avait jetée à la poubelle avec le commentaire « Les femmes ne comprennent rien à la logistique ». Aujourd'hui, j'ai signé cet accord en mon nom propre. Moi. La femme autrefois considérée comme un simple décor à côté du PDG était maintenant la plus haute dirigeante de l'une des plus grandes entreprises de logistique de la côte Est. En quittant la salle de réunion, une jeune employée de Winston s'approcha de moi avec hésitation. « Alexis, j'ai lu votre dossier. Je veux juste vous dire merci de ne plus être restée silencieuse. » Je lui fis un petit signe de tête, et cette fois, je souris. Non pas par victoire, mais parce que je savais que je ne me défendais pas seulement moi-même, j'avais ouvert la porte à beaucoup d'autres qui avaient été autrefois méprisés, qui avaient été autrefois appelés « le soutien ». Et je n'allais pas m'arrêter là. 1 mois après l'annonce de la fusion, je retournai dans l'ancien bâtiment de Fairmont Street, autrefois le bureau privé de mon père George Pierce. La pièce du 3e étage conservait encore son architecture classique, plafond lambrissé, fenêtres à encadrement noir et bibliothèque en cuir tout droit sortie de l'Amérique des années 1960. Tout à l'intérieur était resté intact, comme si personne n'avait osé y toucher pendant 15 ans. Pas d'écran technologique, pas de tableaux intelligents. Mais il y avait une chose dont je me souvenais clairement, le tiroir gauche de son bureau. Je l'ouvris, et il était là, l'ancienne boîte en bois enveloppée de velours bleu, immobile comme si elle avait attendu. J'en sortis la chevalière en argent gravée du blason original d'Asher, un souvenir transmis par mon grand-père. En dessous se trouvait une Rolex en acier, pas extravagante mais le dernier cadeau que mon père m'avait fait avant de mourir dans un accident que je crois encore n'avoir pas été entièrement fortuit. Je glissai la bague à ma main droite, regardant la lumière accrocher la pierre ternie. Un flot de vieux souvenirs remonta, les jours où j'étais assise sur les genoux de mon père pendant qu'il m'expliquait comment un seul contrat pouvait façonner le destin d'une entreprise entière. Cet après-midi-là, je tins une conférence de presse privée dans cette même pièce. Pas de logo tape à accent grave-l'œil, pas de décorations élaborées, juste moi debout devant la caméra. J'ai autrefois caché ma véritable identité pour protéger l'héritage que mon père m'avait laissé. Mais à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus à me cacher.
je levai la main, la bague en argent captant la lumière dorée du crépuscule, et dis clairement, en tant qu'héritière légitime, je restaure par la présente le bureau de l'héritage Ashford, le siège original fondé par George Pierce en 1972. Des vétérans de l'industrie, autrefois rivaux, s'inclinèrent en signe de reconnaissance. Les médias financiers mondiaux commencèrent à m'appeler « la fille silencieuse qui a reconquis une dynastie ». Mais je savais que reconquérir un héritage n'était pas suffisant. Je ne pouvais pas répéter le passé. Je devais construire quelque chose pour l'avenir. Quelques semaines plus tard, je restructurais la fondation Ashford, qui n'avait été qu'un fonds de bourse d'études sous Devon, en une plateforme puissante axée sur le développement et le soutien des jeunes femmes dans les affaires, le leadership et la finance. La première initiative s'appelait le programme Athéna, une série de formations en leadership conçues spécifiquement pour les filles issues de communautés minoritaires à travers le Midwest. Je sélectionnais personnellement les 30 premières participantes. Pas de moyenne générale, pas de lettre de recommandation requise, juste une vidéo auto-enregistrée expliquant pourquoi elle pensait mériter qu'on investisse en elle. Un clip me glaça le sang, une jeune fille à la peau brune, la voix tremblante, se tenait dans un garage délabré en Ohio et disait « Je veux juste une chance de prouver que les femmes ne sont pas nées pour être des personnages de second plan. » Je l'appelai le soir même. Au lancement du programme, je l'invitai à parler à mes côtés. Un message à une industrie encore truffée de préjugés, les femmes n'attendent pas d'être choisies. Elles construisent la route pour que les autres n'aient pas à attendre. Dans la presse, je devins le nouveau modèle, une PDG qui a reconstruit un héritage et forgé un avenir avec une force tranquille. Les gens me demandaient si je comptais me remarier. Je souriais simplement et disais, je viens de me remarier avec moi-même, et cette relation mérite la priorité. Peu de temps après, je fus invité comme conférencière principale à la conférence sur le leadership des femmes dans le Capitole à New York. Juste avant de monter sur scène, un organisateur me demanda comment j'aimerais être présenté. Je fis une pause de quelques secondes, puis répondis doucement, « Appelez-moi Alexis Pierce ». La jeune fille autrefois effacée de la toile, maintenant celle qui tenait le pinceau pour repeindre toute la scène. Le parcours d'Alexis Pierce est un puissant rappel que le silence n'équivaut pas à la faiblesse. Trahie, méprisée et évincée de l'empire portant le nom de sa propre famille, elle n'a pas cherché une vengeance bruyante. Au lieu de cela, elle a tranquillement rassemblé la vérité et préparé chaque étape pour reprendre sa place légitime. Dans la vie réelle, ceux qui sont sous-estimés sont souvent ceux qui détiennent la clé du vrai changement. Et quand ils se lèvent, ils ne se contentent pas d'exiger la justice, ils redéfinissent ce que signifie réellement le pouvoir et la résilience. Quelles sont vos réflexions sur le parcours d'Alexis et le sort de ceux qui l'ont trahi? Partagez votre point de vue ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires de familles puissantes et émouvantes à venir.